Bonjour tout le monde. Cet après-midi, moi et ma collègue Eliane Dionne, on va vous présenter quelques-unes des techniques qui ont été présentées dans le cours. La première partie va porter sur la région cervicale. Alors, dans une collecte de données évaluatives de la région cervicale, on va s'intéresser au départ à faire une observation générale de l'alignement postural de la personne, puis aussi des signes trophiques. Donc, dans l'observation générale, je m'intéresse aux éléments qui sont asymétriques de manière plus significative. Je vais regarder de côté, de dos et aussi de face. Par la suite, je peux faire une observation plus spécifique de la région qui nous concerne, dans ce cas-ci, la région cervicale. Je vais regarder s'il y a des signes trophiques, s'il y a des déformations évidentes. Je peux aussi palper avec les mains, à savoir s'il y a des tensions asymétriques d'un côté à l'autre. Vous devez savoir qu'il y a des tensions légères dans la région du trapèze. C'est normal là, quand on est en position assise. C'est vraiment, si on veut s'en assurer, on peut le vérifier en position couchée. Autre élément qu'on va faire dans un examen cervical, c'est un examen neurologique. Dans l'examen neurologique, il y a l'évaluation des dermatomes. Donc, au niveau du cou, c'est particulièrement pertinent de faire cet examen-là. Ça va nous donner une idée de l'état des racines nerveuses au cou, puis aussi de la moelle épinière, entre autres. Là. Par la suite, on aura d'autres tests qu'on pourra faire pour compléter notre examen. On peut peut-être même toucher le front de la personne et lui demander si elle sent bien. Est-ce que vous sentez bien? Oui. Oui. La région C2. C'est le dessus de la tête, ici jusqu'à la région occipitale. Encore une fois, lorsqu'il y a des cheveux, c'est pas nécessairement évident d'avoir un toucher léger avec le mouchoir. Alors, on peut bien toucher sous l'oreille et la joue. On va toujours demander à la personne si elle sent bien le contact et on va comparer avec l'autre côté. C3, le côté latéral du cou. C4, le dessus de l'épaule, la région de la clavicule. C5, le côté du bras, ici dans la région du deltoïde. C6, le côté latéral de l'avant-bras. Et le pouce, les doigts médians pour C7 de la face palmaire, C8 le bord médial du petit doigt et T1 le bord médial de l'avant-bras. Donc à chaque fois, je vais demander à la personne si elle sent bien. Je vais faire une comparaison avec l'autre côté. On pourrait aussi utiliser quelque chose de piquant pour tester la modalité de la piqûre, en cas où on aurait un doute si le toucher léger est positif ou non. Le deuxième élément de l'examen neuro, c'est la vérification des réflexes avec le marteau réflexe. Au membre supérieur, il y en a 3, le biceps, le stylo radial et le triceps. Donc, pour l'évaluation de ces éléments-là, on procède comme ceci. Donc, pour le biceps, je viens mettre mon doigt sur le tendon du biceps. Je peux demander à la personne de contracter pour le localiser si c'est nécessaire. Puis ensuite, je vais donner un coup de marteau sec et rapide là, sur mon pouce. Si j'ai un réflexe qui est perceptible, c'est probablement normal, mais je vais quand même comparer avec l'autre côté pour être certain que ça l'est vraiment. Ensuite, le stylo radial, je frappe avec le bord large du marteau sur le bord latéral de l'avant-bras de la personne. Je peux frapper à différents endroits si au milieu je ne le trouve pas. Là, mais en général, c'est le tiers proximal qui va me donner le réflexe. Je vais supporter le poids de la main avec ma main ici. Fait que là, si la main se décolle, le réflexe il est présent. Je le compare avec l'autre côté. Le dernier, c'est le triceps. Je vais venir palper le triceps avec ma main et je frappe dans l'extrémité distale du triceps. Je peux frapper à différents endroits si je ne trouve pas du premier coup. Puis encore une fois, je compare avec l'autre côté. Pour ce qui est maintenant des myotomes, au niveau de C1, C2, les courts extenseurs du cou, comment je vais procéder? Madame Dionne, je vais faire une pause sur la vidéo, ce ne sera pas bien long. OK, alors on est de retour pour la section sur les myotomes. Chacun des myotomes que je vais vous présenter, il faut le tenir avec une certaine force, dans certains cas pas tellement, 5 secondes, au moins 4 fois là, pour avoir un test qui est concluant. Ce qu'on recherche, c'est s'il y a une fatigabilité. Et des fois, cette fatigabilité-là peut survenir à la 3e ou à la 4e répétition. Donc, pour ce qui est du myotome C1, C2, ce qu'on va tester, c'est les courts extenseurs cervicaux. Ce que je vais demander à la personne, c'est de faire comme si elle regardait vers le plafond. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une main sur le front qui va descendre vers le sol, puis une main sous l'occiput qui va monter vers le plafond pour résister cette force-là. Donc, on va le faire au complet. Tenez. 3, 4, 5. On le refait encore. Regardez vers le plafond. 3, 4, 5. On va le refaire une autre fois. Allez-y. 3, 4, 5. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Donc,
Donc ça, c'est C1, C2. Et votre myotome, madame, il est normal. OK? C3, C4, ce que c'est soulever les omoplates légèrement et résister une force vers le sol. Encore une fois, je le tiens 5 secondes, je le refais 4 fois à la recherche de la fatigabilité. Le faire avec les deux comme ça me permet d'évaluer la différence aussi entre les deux côtés. Juste vous lever, madame Nadia. Pour ce qui est du myotome de C5, on peut l'évaluer avec de l'abduction des épaules comme ça ici. Gardez les bras en neutre. Je viens pousser sur les coudes. J'évalue si elle maintient la force. Quand je le tiens 5 secondes, je répète 4 fois. Si par exemple j'ai quelqu'un qui a des difficultés avec les épaules, je peux utiliser la rotation externe, être face à la personne et lui demander de résister la rotation externe des deux épaules en même temps. Donc ça, c'est une deuxième possibilité si j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à lever ses bras sur les côtés. Pour ce qui est de C6, c'est flexion du coude qui va être mon test. Alors je m'installe, je peux stabiliser l'épaule et je pousse dans le sens de l'extension. La personne me résiste 5 secondes, 4 fois. Je pourrais aussi utiliser l'extension du poignet comme ça. Et là, je viendrai résister avec ma main. Donc le mouvement. C'est une option, encore une fois, au cas où j'aurais quelque chose qui empêcherait d'utiliser le coude comme outil d'évaluation. Le troisième, pas le troisième, le myotome de C7, je peux le tester comme ça en faisant de l'extension du coude. Là, je vous le montre pour que vous le voyez. En réalité, je me placerai en avantage mécanique pour avoir assez de force pour le tester suffisamment. Je peux aussi utiliser pour C7 la flexion du poignet, comme ça ici, comme élément de test. Donc ça, c'est C7. Pour ce qui est de C8, c'est l'extension du pouce qui peut être un des tests faciles à faire. Ce qu'on va demander à la personne, c'est de soulever ses pouces en extension et simultanément, je vais venir faire une pression dans le sens inverse, donc dans le sens de la flexion des pouces. 5 secondes, 4 fois, encore une fois. Et finalement, pour T1, l'ABD du 5e. En réalité, on peut tester l'ABD de tous les doigts en même temps. Alors, écartez vos doigts au maximum et je viens tenter de les rapprocher. Ça me permet de les évaluer tous en même temps. Pour compléter l'examen neuro, il y aurait l'évaluation du cutané plantaire et du clonus qu'on pourrait faire. Je vais le faire dans quelques minutes dans la séquence d'évaluation. Donc, c'est ce qui manque, là, mais on va vous le présenter tout à l'heure. Maintenant, on est rendu aux deux éléments qui ont été vus dans le cours qui concernent la fin de l'examen neuro. Il s'agit du test du réflexe cutané plantaire et du test du clonus. Pour ce qui est du réflexe cutané plantaire, vous pouvez utiliser le bout d'un objet pointu. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le marteau. Si vous n'avez vraiment pas d'objet, ça pourrait être le pouce là, avec votre ongle du pouce. L'intérêt de ce test-là, ou le test réel, c'est qu'il doit avoir une certaine sensation douloureuse qui est faite sous le pied. On va gratter le pied du talon en passant par l'extérieur jusqu'à la base, la tête du premier méta, là, juste à la base du gros orteil. Ce qu'on surveille, c'est est-ce que la personne, est-ce que l'orteil fait une extension lente et majestueuse. C'est comme ça que le test est décrit. La réaction normale, c'est d'avoir une légère flexion ou une réaction de retrait, la personne qui cherche à s'éloigner de la douleur. Alors si on voit ça, c'est normal. Quant au clonus, ce qu'on va faire, c'est une flexion dorsale rapide et on va surveiller la présence de battements en flexion plantaire du pied. Le test, il est anormal s'il y a plus de 2 battements. Alors, si ça fait 2 coups, ça n'est pas considéré comme anormal encore. Alors, je vais le faire. Donc, pour ce qui est du réflexe cutané plantaire, je gratte le dessous du pied et la réponse qu'on a eue, c'est la bonne. Là. Les orteils ont comme plié, une genre de réaction de retrait, donc ça, c'est normal. Et pour ce qui est du clonus, je vais mettre ma main sur la partie distale du pied. Je ne ferai pas le test en me mettant sous le talon, sinon je n'aurai pas assez de vitesse. Alors, le test, c'est ça ici. Et je fais un mouvement sec et je regarde s'il y a des battements. Donc, c'est ce qui complète cette partie-là. Alors, on est maintenant rendu à l'évaluation des mouvements actifs de la région cervicale et crânio-vertébrale. On va essayer de dissocier les deux là, dans notre examen. Il y a 6 mouvements possibles qu'on peut évaluer. Donc, on va commencer avec la flexion. Pour ce qui est de la flexion crânio-vertébrale, ce que je vais demander à la personne, c'est de faire le mouvement comme si elle voulait regarder vers le sol. Je peux la guider un petit peu avec les doigts parce que ce n'est pas nécessairement un mouvement qui va être évident pour tout le monde. Évidemment, je vais regarder la qualité du mouvement et je vais demander à la personne si elle a de la douleur. Est-ce que vous avez de la douleur, Mme Dion? Non. Ça va bien. D'accord. Pour ce qui est de l'extension crânio-vertébrale, je vais demander à la personne de regarder vers le plafond. Je peux guider le mouvement avec un doigt sur le menton et un doigt sur la tête sans pousser.
Encore une fois, je vais regarder la qualité du mouvement et je vais lui demander si elle a de la douleur. C'est des mouvements qui sont difficiles à mesurer spécifiquement. À ma connaissance, il n'existe pas d'outils particuliers pour ces choses-là, à part que d'observer. Pour ce qui est des mouvements globaux du cou, ça, on va pouvoir les mesurer. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite démonstration. Pour ce qui est de la flexion et de l'extension cervicale maintenant, la flexion cervicale se fait comme ça ici. On demande à la personne d'approcher son menton de son sternum et on lui demande si elle a de la douleur. Je regarde la qualité du mouvement. On surveille s'il n'y a pas des cisaillements, des spasmes, des éléments étranges dans le mouvement qu'on voit. En extension, je demande à la personne de pencher sa tête en arrière comme si elle voulait regarder vers le plafond. Rapprocher sa tête de son dos. Je lui demande si elle a mal et je regarde s'il y a des problèmes dans la qualité du mouvement. Pour mesurer l'amplitude, je vous recommande d'utiliser l'inclinomètre que je vais avoir préalablement mis à 0 sur une surface horizontale. Puis ensuite, je le place à 0 sur la tête de la personne et lorsqu'elle bouge, je le garde toujours au même endroit et là, je vais avoir une notion quand même assez claire de sa mobilité dans la direction que je vais évaluer. On va pouvoir le faire en extension et aussi en flexion latérale, de la même façon tout à l'heure quand je vais lui demander les mouvements. En rotation, ce n'est pas possible d'utiliser l'inclinomètre, alors on va utiliser un galon mesuré, on va vous le montrer à l'instant. Donc, pour ce qui est de la rotation, il n'y a pas de moyen de distinguer la région crânio-vertébrale de cervicale. Ce que je vais demander à la personne, c'est de faire une rotation comme si elle voulait regarder du côté droit. Je peux mesurer en prenant l'acromion et le milieu du menton. Ça va me donner une idée de sa mobilité. Évidemment, après ça, je vais le comparer avec l'autre côté. Je lui demande toujours s'il y a de la douleur dans son mouvement. Très important dans ces gestes-là encore de regarder la qualité du mouvement. Dans ce cas-ci, dans la rotation, entre autres, si la personne fait une rotation et que cette rotation-là s'accompagne d'une flexion latérale opposée, alors probablement qu'elle est en train de surcharger la région C0, C1 et il y a peut-être quelque chose qui ne contribue pas bien dans la région C2 à C7. Dans le cas inverse où elle tournerait sa tête à droite et qu'il y aurait une flexion latérale droite, c'est peut-être le contraire, alors c'est peut-être quelque chose à C0, C1 qui ne bouge pas bien et qui est compensé là, par les régions C2 à C7. Pour ce qui est de la flexion latérale, on peut distinguer le crânio-vertébral du cervical. Pour faire ceci, on va demander à la personne de pencher sa tête sur le côté comme si elle voulait rapprocher le lobe d'oreille de son cou. Je vais encore une fois regarder la qualité du mouvement et lui demander si elle a de la douleur. On va comparer à l'autre côté. Dans le cas de Mme Dionne, on dirait qu'il y a un peu moins de mouvement du côté gauche. Okay. Et pour ce qui est du cervical, je vais demander à la personne de pencher sa tête comme si elle voulait amener l'oreille vers l'épaule. Et de l'autre côté, même chose. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je peux utiliser l'inclinomètre pour faire la mesure en le plaçant à 0 sur la tête. Je vais aussi demander à la personne, je ne vais pas vous cacher, mais je vais demander à la personne de garder sa tête dans un plan qui est assez pur et d'éviter des rotations pour faire ce test-là. Ça va me donner une idée de l'état des oncovertébrales qui sont particulièrement sollicités dans le mouvement de flexion latérale par rapport à la rotation. Dans cette position-là, qu'est-ce que je peux faire aussi pour compléter la partie assise? Je peux procéder à mes compressions cervicales que je vais faire avec peu de force, juste la force de mes doigts comme ça. Et je devais demander est-ce que ça reproduit vos symptômes, douleur ou engourdissement? Non. Non, ça va bien. Parfait. Ensuite, je peux faire traction cervicale en venant placer mes paumes sous l'occiput et en tirant vers le plafond doucement. Même chose. Est-ce que ça va bien? Oui. Oui. Et je peux aussi faire les mêmes tests en légère flexion. Donc, petite compression, petite traction. Et je vais vérifier les tests. On a parlé dans le cours de comment faire l'analyse de ces deux tests-là. Alors, si vous avez des questions là-dessus, on s'en reparlera en personne. Mais c'est comme ça que le test s'effectue. Maintenant, on s'est rendu à l'évaluation des mouvements peut-être plus généraux. Dans le document que je vous ai remis, on a appelé ça les mouvements fonctionnels. Lorsqu'on s'intéresse à un problème de cou, c'est intéressant d'aller voir aussi les articulations qui sont à côté. Donc, parmi les gestes fonctionnels intéressants à aller voir, il y a l'épaule et la ceinture scapulaire. Un des mouvements qu'on peut faire, c'est demander au client, je veux dire, c'est de mettre sa main à la nuque. On va regarder l'amplitude du mouvement, la qualité du mouvement, est-ce que ça reproduit des symptômes. Ça nous donne une bonne idée de l'état de l'épaule et de l'omoplate. Ensuite, main dans le dos, c'est un deuxième geste intéressant. Venez toucher comme à votre attache de soutien-gorge. Êtes-vous capable d'aller plus haut, madame? Parfait. Est-ce que ça fait mal? Non. Non? OK. Et finalement, pour ce qui est de l'épaule en particulier, peut-être l'élévation complète ou l'abduction complète, ça pourrait être un élément intéressant. Ça va nous permettre d'avoir une idée générale aussi de la région cervico-thoracique
de la qualité de son mouvement. Comme dans le cas de Mme Diane, lorsqu'elle lève son bras, sa tête a tendance à glisser d'un côté, fait que c'est une information intéressante lorsque viendra le temps d'analyser sa problématique de cou. Au niveau de la collecte de données évaluatives pour le cou, on peut aussi faire des mouvements résistés. Typiquement, les mouvements résistés servent à évaluer les structures contractiles. Par contre, au niveau du cou, les structures contractiles ne seront pas spécifiquement, toujours spécifiquement évaluées par les mouvements résistés. Alors, gardez ça en tête lorsque viendra le temps de réfléchir ou d'analyser la condition de votre client. Chose très importante, on va toujours faire les mouvements résistés en sous-maximum, quel que soit le type de conditions auxquelles on a affaire. Parce qu'au cou, bon, il y a certains éléments qui peuvent être fragiles là, si on faisait des tests trop forts, entre autres. Alors, on va faire les mouvements cervicaux en premier. Je vais commencer par la flexion latérale. Alors, je peux installer mes mains de chaque côté de la tête et du cou de la personne. Je lui demande de m'empêcher de la bouger, de telle sorte que je suis capable de doser la force que je donne. Alors là, je suis en train de pousser vers la gauche et Mme Diane, elle me résiste en poussant vers la droite. Je vérifie si elle a une force, elle me résiste, et je lui demande si elle a de la douleur. Avez-vous de la douleur? Non. Non? Parfait. Alors, je le fais aussi de l'autre côté. Et même chose, je vérifie s'il y a une bonne force et s'il y a présence de douleur. Pour ce qui est de la rotation, je vous recommande de tenir la tête sur les côtés comme ça ici. Là, je vais tourner doucement la tête d'un côté, elle me résiste. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'elle est capable de me résister? Je le fais également de l'autre côté et je lui pose les mêmes questions. Pour ce qui est de la flexion et de l'extension, juste vous tourner de côté un petit peu. Au niveau cervical, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une main au front de la personne, une main sur la nuque, sur le cou, et je vais pousser vers l'avant. Elle doit m'empêcher de la pousser. Ça va donc vérifier les extenseurs globaux, finalement, de sa région cervicale. Je lui demande si elle a mal, et je prends note de sa force. Et en extension, l'inverse, je vais pousser vers l'arrière en stabilisant la tête. Même chose, je vérifie globalement ces fléchisseurs cervicaux. En crânio-vertébral, on peut aussi se faire une petite idée de la force des muscles. Pour ce qui est des extenseurs, c'est un peu comme notre test du myotome de tout à l'heure. Je vais demander à la personne de regarder vers le plafond et moi je lui résiste. Madame, regardez vers le plafond. Parfait. Je lui résiste en poussant ma main sur son front vers le bas, ma main sur l'occiput vers le haut. Pour ce qui est des courts fléchisseurs, je vais tirer son menton en protraction tout en faisant un genre de geste là, vers le bas avec le crâne. Je vérifie si elle me résiste bien, s'il y a présence de douleur. Dans ce cas-ci, je suis absolument incapable de la déplacer. Donc, c'est excellent. Et pour ce qui est des flexions latérales, crânio-latérales, je pourrais aussi les vérifier avec mon genre de mouvement, l'oreille vers le cou. Donc, ça se ferait exactement de la même façon. Maintenant, dans l'examen d'un cou, on pourrait aussi, pour vérifier les conditions qui ne produisent pas de symptômes dans les tests qu'on a présentés précédemment, vérifier les mouvements combinés. On va seulement faire ça si il n'y a aucune douleur dans les mouvements actifs et passifs ordinaires. Donc, ça va être une façon comme de pousser les articulations un petit peu plus loin et de faire peut-être ressortir des problèmes un petit peu plus subtils ou encore de faire ressortir des conditions d'instabilité. Je vais vous en parler dans quelques minutes, là, plus en détail. Donc, les mouvements combinés au cou, on va souvent appeler ça le H ou le I. Le H, c'est lorsqu'on commence avec la flexion latérale d'un côté. Alors, c'est Mme Diane qui fait le mouvement elle-même de flexion latérale. Moi, je fais juste guider le mouvement. Puis ensuite, en conservant la flexion latérale, je lui demande de pencher sa tête en avant et je lui demande s'il y a reproduction de symptômes. Je prends note aussi de la qualité de mouvement, de l'amplitude également. Là, je vais comparer avec l'autre côté où je fais flexion latérale, je la maintiens pendant qu'elle fait la flexion et je lui demande les mêmes questions. Toujours dans le H, le fait d'aller en flexion latérale gauche et en extension, c'est la partie arrière de mon H. Je vais le comparer avec la partie arrière de mon H de l'autre côté. Quant au I, c'est la combinaison qui change. Alors dans le I, c'est la flexion ou l'extension qui va être en premier. Lorsqu'elle arrive au bout de son mouvement, je vais lui demander de venir en flexion latérale. Dans un coup normal, le point final de mouvement va être le même dans le H et dans le I. Donc dans le I en extension, on fait l'extension, puis ensuite on la conserve pour s'en aller en flexion latérale. La seule situation où il pourrait y avoir une variation de l'amplitude, c'est si par exemple Mme Diane avait une instabilité en cervicale dans un des mouvements. Alors si, par exemple, elle est instable en flexion latérale droite, bien, il est possible que si on commence par la flexion latérale droite, que le mouvement est vraiment moins loin,
que si on commence par le geste de flexion. Alors, si vous évaluez quelqu'un et qu'il y a une grosse différence dans la position finale de votre H et de votre I, ben peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a une instabilité cervicale. Maintenant, on arrive à la section sur les mouvements passifs et les tests de flexibilité en cervicale. Donc, pour ce qui est des mouvements passifs, bon, je vais essayer de ne pas vous cacher la vue là, le plus possible. Ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est entre autres l'état des structures inertes là, au niveau du cou. Nos mouvements actifs testaient les structures contractiles, alors nos mouvements contractiles et inertes. Les mouvements passifs vont tester les structures inertes. Ça va nous permettre de mieux comprendre la situation de notre client. Donc, en crânio-vertébral, il est possible de distinguer cervical et crânio-vertébral. Pour ce qui est des mouvements passifs de flexion crânio-vertébrale, c'est peut-être le geste le plus technique à faire. Ça va être difficile de vous l'illustrer dans la vidéo, mais je vais faire une genre de pince comme ça, une genre de fourche avec mes doigts. Je vais bien stabiliser la vertèbre C2 avec cette pince-là, comme ça ici en dessous. Mon autre main va être sous l'occiput, ce qui fait que mes mains vont être un petit peu comme ça. Ma main ici tient l'occiput comme un bol, ma main ici tient C2 pour la fixer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon épaule pour venir produire le mouvement de flexion crânio-vertébrale. Comme ça ici. Donc, flexion crânio-vertébrale comme ça. Et donc, je viens me donner une idée de la souplesse de ce geste-là. Je lui demande si elle a de la douleur et je prends note de la SFM. Pour ce qui est de l'extension crânio-vertébrale, je vais venir mettre mes mains un peu en coupe, comme ça, sous la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la tête comme si je voulais la faire rouler vers l'arrière, comme ça ici, pour vérifier l'extension crânio-vertébrale. Je porte attention à la SFM, je lui demande évidemment s'il y a de la douleur. Donc, c'est les mouvements qui sont possibles à faire. Alors, c'est vrai, il y a aussi flexion latérale que je peux vérifier en faisant le geste d'amener l'oreille, comme si j'amenais l'oreille vers le cou de la personne. Encore une fois, comme tout à l'heure, ici à gauche, ça bouge nettement moins bien que à droite, un peu comme on l'avait vu tout à l'heure dans le début de l'examen avec les mouvements actifs. Pour ce qui est de la région cervicale, en flexion, je vais venir prendre la tête de la personne, l'amener vers le menton, je lui demande si elle a de la douleur, je prends note de la SFM. Ensuite, je peux vérifier les flexions latérales en amenant l'oreille vers l'épaule. Encore une fois, prendre note de la SFM et la présence de douleur. Même chose de l'autre côté, pour faire une comparaison. Et finalement, on peut regarder les rotations. Donc, gauche, je compare avec droite. C'est un peu comme si on tournait la tête sur elle-même dans un geste comme celui-là. Donc, ça me donne des éléments pour analyser ou mieux comprendre la situation de mon client. Dans cette position-là, on peut aussi évaluer les souplesses des muscles principaux du cou. Donc, on peut entre autres venir voir le trapèze supérieur. Je vais venir tenir la pointe de l'épaule ici avec la main. J'amène la tête en flexion quand même beaucoup. Et ce que je fais ensuite, c'est que je fais une inclinaison latérale pure. Et là, je viens noter la SFM et la présence de douleur. S'il y avait une rétraction, mais j'aurais une sensation raide, plus raide finalement que le côté non atteint. Je vais comparer avec l'autre côté pour me donner une comparaison, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, dans cette même position-là, toujours en flexion, cette fois-ci, par contre, en mettant ma main plus sur l'angle supérieur de l'omoplate, je peux évaluer l'élévateur de la scapula, donc en faisant une flexion latérale encore une fois, mais je vais y ajouter une rotation du côté opposé au muscle que j'évalue. Donc ça va me permettre d'évaluer l'élévateur de la scapula et je vais le faire de l'autre côté. Dans ces tests-là, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre la composante qu'on a installée. Donc, dans ce cas-ci, il y a 3 composantes. Il y a flexion latérale et rotation du côté opposé. Alors, c'est important de ne pas, lorsque je fais la flexion latérale, la rotation, que je viens de perdre ma flexion latérale, sinon le test va être moins intéressant. Pour ce qui est maintenant des scalènes, je vais déplacer ma main sous le cou de la personne. Mon autre main va venir stabiliser les côtes parce que c'est leur point d'origine. Et si je veux tester des scalènes, par exemple à droite, je peux amener la tête en flexion latérale vers la gauche, prendre note s'il y a des symptômes et la SFM. Pour ce qui est du scalène postérieur, je vais encore faire la flexion latérale opposée, puis je vais y ajouter une rotation. Il ne faut pas perdre la flexion latérale encore une fois. Et pour ce qui est des scalènes antérieures, je vais encore en flexion latérale opposée et je vais tourner
du même côté. Comme dans le cas de Mme Dionne, ça ne tombe pas beaucoup. Évidemment, dans chacun de ces cas-là, on va faire une comparaison avec le côté opposé. Vous avez peut-être remarqué, j'ai oublié de le mentionner, je n'ai pas fait de mouvement d'extension cervicale en passif. C'est qu'en général, ce n'est pas nécessaire de faire ce test-là pour avoir une réponse. Puis il y a certains risques associés. Si vous aviez à le faire, on pourrait le faire en bout de tête avec la tête dans le vide. Là. Ça pourrait être une façon de procéder à ça. Okay. Au niveau de la flexibilité en cervicale, il nous restait à vous démontrer le test pour le sternocléidomastoïdien. C'est un muscle qui a une origine au sternum et sur l'occiput ici en arrière, le processus mastoïde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avoir une main qui va venir s'installer près du processus mastoïde, l'autre main qui va venir près du sternum, comme ça ici. Le test, il a 3 composantes. La première, c'est de faire une flexion latérale contralatérale au muscle qu'on évalue. Ensuite, faire une rotation du même côté, donc du côté droit dans ce cas-ci. Et à la toute fin, d'ajouter une flexion crânio-vertébrale. Donc, une fois que c'est installé, je vais venir retrouver ma fixation et évaluer le SCM. Dans le cas de Mme Dionne, il y a un peu de rigidité là-dedans. Alors, c'est difficile de vous illustrer là, un mouvement qui va plus loin que ça, mais c'est essentiellement la manière dont on fait la technique. Dans la position couchée sur le dos, on peut aussi évaluer les cisaillements cervicaux. Les cisaillements, c'est des mouvements passifs, mais plus spécifiques, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure idée de l'état des articulations Z dans la région de C2 à C7. Comment on procède? On va placer nos mains comme ça ici, en les rapprochant. L'appui va se faire sur les lames des vertèbres, un petit peu sur les processus transverses, à peu près dans cette section aussi de la main. On va aussi s'appuyer sur, on va utiliser notre ventre pour supporter le poids de la tête. Juste vous glisser vers moi un peu. Et je vais utiliser mon ventre pour stabiliser le poids de la tête. Et ensuite, lors du cisaillement, on avait parlé dans le cours de 3 régions. Essentiellement, vous pouvez cisailler à gauche la région cervicale haute, cervicale moyenne, cervicale basse. Et ces tests-là peuvent être répétés en flexion, donc pour cervical haut, moyen et bas. Donc encore une fois, l'analyse de ça, on en avait discuté dans le cours, alors si vous avez des questions là-dessus, on s'en reparle, mais techniquement, c'est comme ça ici que je vais procéder à mon cisaillement gauche, mes 3 niveaux, comme ça. Et ensuite, si je veux faire le même test, je peux le faire aussi, évidemment, à droite, cisaillement droite, droite, au niveau des différentes régions. Si vous vous sentez à l'aise, évidemment, il est possible de le faire à chaque vertèbre si vous avez un bon contrôle et une bonne technique. Donc, une autre vue là, pour ce qui est des cisaillements. Toujours mes mains comme en coupe ici. J'utilise le ventre pour stabiliser la tête et je cisaille les vertèbres d'un côté. Et ensuite, je peux le faire de l'autre côté à titre de comparaison. Test du sternocléidomastoïdien, stabilisation ici, flexion latérale opposée, dans le sens inverse du muscle, rotation dans le même sens, flexion crânio-vertébrale que j'essaie de maintenir, comme ça ici. Donc voici mon test pour ça.